Cette semaine, dans le balado, on change de vie, on est hanté par le passé et on est confronté par une élève. Bienvenue à Mon-Sonné Balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Alors, avant de parler des... confronté par une élève, par des valeurs et des mœurs. Là. Ouais, mais on sait pas trop non plus dans quelle zone... c'est quoi vraiment les intentions? Ouais, on parle ici de Après la chasse, on en reparlera dans quelques minutes. Mais avant de parler des nouveautés de la semaine et de l'actualité, un petit mot de notre commanditaire du mois. Oui, du mois, oui. Alors, notre partenaire cette semaine, c'est Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a des lieux qu'aucune image, aucun mot ne peut vraiment traduire. La vraie magie, celle qui marque, ne se raconte pas, elle se vit. Visiter le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est plonger dans l'instant, les yeux et le cœur grand ouverts, s'imprégner des paysages, loin du bruit, loin des artifices. Rencontrer les gens d'ici, se sentir tellement bien, comme à la maison. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, faut pas juste le visiter, faut le vivre. Alors, pour vos prochains séjours, pensez au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour un road trip, mais mettez vos pneus d'hiver bientôt. Oui, traversez le parce parc. qu'on arrive à cette date-là, ouais, ça peut être un peu... Voilà, le gel, toujours jamais à l'abri d'une averse. J'ai un ami qui habite au Lac-Saint-Jean, à Roberval. Et là, ça donne moins, mais avant qu'on ait des enfants, puis tout, on se voyait souvent, puis je me souviens qu'on prévoyait des affaires des fois, même mi-octobre, là, genre 25 octobre, mettons, là, les week-ends qui s'en viennent. Ouais, puis il disait, hey, 2 semaines avant, n'oubliez pas, mettez vos pneus, parce que ça peut chier, là, dans le parc. Tu fais, ah oui, bon rappel. Fait que c'est les années où je mettais mes pneus le plus tôt. Sinon, des fois, moi, j'étais un late bloomer du pneu. Ah ouais, oui. Dans le temps. Maintenant, c'est le 1er décembre, mais avant, c'était 15 décembre. Là, puis, souvent, c'était le 16 ou 17. Pas mal le 15-16, ouais, exactement. Puis, mais tu sais, quand il neigeait, souvent là, je vais prendre l'autobus aujourd'hui, je suis pas équipé, mais c'était comme, ouais, plus tard. Mais je l'avais le lendemain, dans le sens. Il y avait de la dispo. Ouais, ça, c'est la bonne chose. Mais non, c'était un peu cavalier. Je ferais plus ça. Puis je faisais pas de la grosse route, là. C'est quand j'étais étudiant, puis à l'université, puis à mon appart, puis à l'épicerie, puis... Bref, j'ai changé. Merci pour cette tranche de vie. Ouais, voilà, toi, les par pneus. Tourisme Saguenay. Oui, c'est ça. T'as-tu mis tes pneus d'hiver, toi? Moi, je les mets toujours... ça vient dans 2 semaines, à peu près. Okay. Moi, je les mets toujours dans le coin de l'Halloween, à peu près. Ah, fait que moi, je prends pas de chance. Ouais. Quand même une semaine un peu tristounet, parce qu'il y a quand même 2 décès qui sont survenus. Okay, un que tu vas connaître plus, l'autre peut-être moins, mais ça va dire quelque chose. Là, je sais qu'il y a le guitariste de Kiss, ça fait que je sais pas si c'est non, je restais dans le domaine pas notre thématique, du cinéma. Non, commençons quand même par Diane Keaton, qui nous a quittés samedi dernier. Oui, puis 79 ans. Oui, 79 ans, d'une pneumonie finalement. Ça a été révélé il y a quelques jours. On disait qu'elle était quand même très affaiblie dans les derniers mois, donc elle avait été malade et tout ça. Diane Keaton, donc de son vrai nom Diane Hall, qui avait changé son nom. Après la sortie d'Annie Hall? Non, avant quand même. Mais Annie Hall a été écrit vraiment pour elle. Ouais. Donc, c'était le petit clin d'œil aussi. Parce qu'ils se sont datés pour vrai. Oui, c'est oui. Ça, il y a un donc, peu de ça, oui, Diane Keaton a fait un peu une croqueuse. De Woody Allen. Oui, de Woody Allen. C'était une croqueuse d'hommes et beaucoup de ses co-stars, de ses co-vedettes. Ah ouais? Donc, on va y revenir. Mais juste un petit mot qu'elle a vraiment débuté. Son premier rôle d'importance a été quand même dans Le Parrain. Ouais, joué la femme de Al Pacino, de Michael Corleone. Oui, dès le premier Parrain. Oui, dès le premier. Donc, elle a joué dans la trilogie au complet. Elle a quand même tourné 8 films pour Woody Allen. Je dirais 5 films, mettons. Diane Keaton dans 5 films. Il y a le fameux Annie Hall en 77 qui avait remporté l'Oscar. Mais est-ce que tu mettrais le Parrain dans ces films ou pas? Non, parce que c'est pas un très rôle. Secondaire, ouais, c'est même ça. Tertiaire. Oui, donc j'y vais vraiment avec ses rôles principaux. Parfait. Donc Annie Hall, où elle avait remporté une statuette de meilleure actrice. Manhattan, 2 ans plus tard aussi de Woody Allen. Reds en 1981 avec Warren Beatty, donc qui a été également son amant, son amoureux, son partenaire de vie. Dans les années 70, donc c'était Woody Allen. Après ça, fin 70, une bonne partie des années 80, c'était Warren Beatty, mais elle a aussi fréquenté Al Pacino on and off aussi, apparemment. Donc voilà. Après ça, en 96, après Reds, puis je dirais le milieu des années 80, voilà, un petit moment plus tranquille. Creux
creux de vague où c'était plus un peu des rôles de soutien comme dans les 2 comédies Father of the Bride avec Steve Martin, qui n'était pas nécessairement un rôle marquant, mais ça avait été quand même des bons succès. Mais en 96, elle revient en force dans 2 films, Marvin's Room avec Meryl Streep et Leonardo DiCaprio, pour lesquels elle a eu une nomination aux Oscars, et The First Wives Club, une comédie avec Goldie Hawn et Bette Midler. Donc, c'était comme un retour en force pour 3 grandes comédiennes des années 80, 70-80, qui avaient un succès dans le fleur de l'âge. Donc, voilà pour récemment, Ben, c'est quoi, les book clubs? Puis, qui était une suite à, je pense, First Wives Club. Je pense que c'était une suite, quelque chose comme ça. Je pense que son dernier grand succès, c'était 2003, Something's Got to Give avec Jack Nicholson et Keanu Reeves. Puis elle est en amour avec Keanu Reeves, puis il y avait tous les quarts d'âge et tout ça. Fait que c'est peut-être un film pour toi qui cherche depuis des femmes plus vieilles, avec des plus jeunes. Tu vas avoir un fantasme inassouvি avec ça. Donc voilà pour Diane Keaton quand même. Puis qui était surtout au-delà de ses qualités d'actrice, qui a été une icône de la mode, évidemment avec Annie Hall, où une toute jeune génération de jeunes femmes s'est identifiée à son style vestimentaire. Ce que j'avais entendu, je ne sais pas si tu voulais approfondir plus à Annie Hall ou ça va, que en fait, non seulement c'était comme un peu écrit pour elle puis inspiré de leur vraie rencontre et tout, un peu fantasmé autour de ça, mais que même les vêtements qui sont devenus iconiques, c'était les siens. Pas mal pour la plupart. C'était déjà son style vestimentaire, là, le grand chapeau puis les vêtements amples. Oui, puis la cravate avec la chemise, pantalon et tout ça, qu'on voyait moins chez les femmes. Fait que oui, une personnalité assez excentrique, disons ça comme ça. Mais c'est quand même drôle, des fois, tu écoutes ça, tu fais voir quelle belle construction de personnage et tout, puis c'est comme, dans le fond, c'est 10% inventé, puis 90% c'est de Joel. L'autre décès qui m'attriste un peu, une personnalité de l'ombre, c'est Drew Struzan. Drew Struzan. Dis-moi en plus, parce que... en fait, lui est décédé le 13 octobre à 70 ans. C'est un artiste qui a fait beaucoup d'affiches, 150 affiches et plus. Tous ceux qui étaient un peu dessinés, genre Star Wars? Star Wars, Indiana Jones, Back to the Future. Donc, il a travaillé beaucoup avec Lucas et Spielberg, les Harry Potter, entre autres. Ah ouais, OK. Donc, j'ai même dans les années 2000. Oui, il a continué. Il a pris sa retraite en 2008 quand même et est décédé de l'Alzheimer. Donc, il avait vraiment, ça fait quelques années qu'il souffrait un peu de ça, mais ça s'est vraiment accentué dans les derniers mois. Fait que c'est vraiment quelqu'un des années 80-90, c'est sûr qu'il a grandi avec les pochettes. Comme un peu, on voit Ma belle-mère est une sorcière qui est inspirée de ce style-là. Qui est un hommage au style de Struzan et tout ça, donc... Quand même. Est-ce que toi, t'en as-tu une favorite? Parce que ça, tu vas peut-être me dire Back to the Future parce que c'est dans tes films préférés, mais... j'aime beaucoup... Parce que ça aussi, peut-être qu'on le voyait déjà, là, je sais pas, mais le côté montage, tu sais, Back to the Future, pas ça, mais mettons l'Indiana Jones, puis tout, il y avait ça, des fois, amener les faces là, en genre de pyramide. Puis, ouais, mais souvent, les teasers d'Indiana Jones, ils sont vraiment belles. OK. Puis je pense qu'ils sont parmi mes préférés. Temple of Doom, on voyait juste Han Solo là, un peu de côté avec la machette. Harrison Ford. Dans la porte du temple avec sa machette et tout ça. Et celle de Last Crusade, c'était vraiment juste un fond blanc, le visage d'Indiana Jones, puis avec le tagline, là, cette fois-ci, il amène son père là, dans l'aventure, quelque chose comme ça. Parce qu'en plus, efficace. C'est ça, ça date pas d'hier, ça date pas d'aujourd'hui, en tout cas. La mode d'avoir 2-3 affiches au fil du temps, fait que lui, il a des bons contrats. Tout. Est-ce qu'il faisait aussi des BD et des affaires comme ça? Non, il a jamais... il a fait des couvertures de romans, il a fait des couvertures d'albums de musique aussi. Ah ouais, OK. J'ai pas été fouillé lesquels, mais non, jamais d'œuvres de bande dessinée, de trucs comme ça. Est-ce que tu caresserais l'idée? Il doit plus avoir des originaux, ça doit plus être... ça doit être inachetable. J'imagine. C'est sûr qu'il doit en avoir des fois qui sont mis aux enchères. Film B, là, vraiment, puis là, ça vient de remonter. Là, fait que même si tu pognes Aventure de Babysitter, là, comment il s'appelait, là, ça doit être lui aussi, cette affaire-là. Oui, tout à fait. Sûrement, les Goonies, dans les bonnes Goonies et assiettes. Il doit être rare. Mais il existe un beau volume, je pense que c'est The Art of Drew Struzan, quelque chose comme ça, qui a été publié aussi en français. Je pense qu'il est épuisé, fait peut-être des fois seconde main, mais si jamais vous voulez
pouvoir consommer, en apprendre plus sur cette technique, mais aussi consommer ses visuels. Toutes les affiches sont reproduites. C'est ça, des livres d'artistes visuels comme ça, c'est super cool. Tu as une grosse brique qui coûte une fortune, mais que les images sont en bas, là, tu laisses ça sur la table de salon. Tout à fait. Wow. Puis il y a plein de cernes de café dessus. Et c'est toutes des images iconiques ou presque, fait quand même. Voilà, tous des beaux t-shirts. Alors, oui, tout à fait. Donc voilà pour Drew Struzan. Sinon, petite nouvelle cinéma. Jim Carrey est en négociation pour rejoindre un dessin animé culte. Autre chose que Sonic, qui revient pour plein d'affaires. Oui, tout à fait. Donc, il est en discussion pour jouer dans une adaptation des Jetsons. En prise de vue réelle. En prise de vue réelle. Donc, évidemment, dessin animé, série animée par Hanna-Barbera dans les années 60. Et c'était un peu le contrepoids des pierres à feu qui se déroulait dans l'âge de pierre. Là, on était dans un environnement futuriste. Est-ce que pierre à feu, c'est Hanna-Barbera aussi? Oui, tout à fait. Oui, toutes les grandes époques, Scooby-Doo et compagnie. C'était Hanna-Barbera. Curieusement, les Jetsons, à l'origine, ont juste eu une saison. Ça a été un échec commercial, mais dès qu'ils l'ont... Parce que c'était diffusé le soir, comme les Flintstones. Fait que c'était un peu l'ancêtre des Simpsons, où c'était destiné à un public plus adulte. Mais quand ils l'ont rediffusé après ça, les samedis ou dimanches matin, là, ça a vraiment eu un phénomène plus culte. Erreur sur le public cible, mais pas, vraiment. Sur le produit. Peut-être que c'est à ce moment-là, ils pouvaient l'écouter en famille plutôt que... Oui, exact. Je pense que c'était un peu le cas voulu. Mais les pierres à feu ont quand même demeuré à 5-6 ans. Là, comme. Ça avait été un plus grand succès en projection de prime time, comme on dit. Oui, mais ça fait longtemps, les Jetsons, là, ça a moins marqué mon imaginaire. Disons, les histoires, le visuel, oui, là, la bonne en robot puis tout. Mais... tu sais, dans les pierres à feu, il y avait beaucoup de genre les femmes, puis là, les gars vont jouer au quai, puis laissent les madames à la maison, puis tu sais, c'est moins enfant, là. C'est plus bien comédie sociale d'adulte, c'est ça. Bien qu'on se l'ait approprié les midis parce que c'était diffusé à TQS pendant des années. Effectivement. Ça, donc, pour tous ceux 90-2000, c'était ça. Les années 80-90. Oui, tout à fait. Mais comme les jouets naufragés quand ça rejouait. Oui. Mais c'est ça, fait que les Jetsons, je sais pas s'il y avait autant ce traitement de les hommes, les femmes. Bonne question. S'il y avait un peu moins dans les aventures. Je sais que c'était beaucoup comme... c'est-tu Harry, là, le père de famille? J'oublie comment il s'appelle, puis il est un peu Homer Simpson, il me semble, là, genre au bureau, il est pas aussi fainéant, mais il y a il me semble qu'il y a des enjeux de au travail, c'est difficile. Je n'ai aucun souvenir, honnêtement. Ouais, peut-être je dis n'importe quoi, moi aussi, c'est basé sur des souvenirs d'il y a 25 ans. Fait que... Donc, on découvrira peut-être dans un an ou deux. Sinon, Zendaya et Robert Pattinson vont faire un duo dans une nouvelle production de A24 de drama. Je pense que A24... s'intéresse dans la thématique du mariage après The Materialist. Ah ouais? Là, c'est un couple qui vont vivre toutes sortes d'épreuves avant la journée fatidique de leur mariage. 3 avril en Ça salle. peut être autant une comédie qu'un drame. Je pense je pense que c'est plus comédie romantique qu'on dit. Là. Fait que ça s'assume pleinement. Je sais pas si c'est un... J'ai hâte de voir, mais je suis pas sûr si c'est un couple que je trouve crédible à l'écran. Mais... Ouais. C'est encore la dame beaucoup plus jeune que l'homme. Oui, quand même. Ouais, c'est ça. Vulgairement, un autre 10 ans de différence. Donc, on découvrira ça au printemps. Sinon, la semaine dernière, on avait oublié de parler quand même rapidement des prix Iris. Les nominations sont sorties. Ouais, du Gala Québec Cinéma. Là, donc 7 décembre à nouveau. C'est toujours un peu mêlant parce que les Oscars, comme ça se déroule... en mars, l'année d'éligibilité est très claire par rapport au calendrier. Ouais. Ce qui me mélange à chaque fois les prix québécois, c'est de faire comme « il me semble que c'est un film de l'an dernier » parce que c'est comme de décembre à septembre, là, une affaire non, septembre à... septembre à décembre. Septembre à septembre, probablement. Là. L'an passé, il était weird parce que vu qu'il avait skippé une année, il couvrait genre 16-17 mois. Mais là, je pense que c'est ça, septembre à septembre. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme des films de 2024 là, qui sont encore c'est le cas, effectivement. Je sais pas si tu as retenu un peu les nominations. Je me souviens plus des quantités puis tout, mais je me souviens que un de mes beaux bébés, Berger, beaucoup de nominations. Allons-y en ordre. Donc, c'est Une langue universelle de Matthew Rankin qui a 17 nominations. Quand même. Fait que pratiquement dans tout. Oui, c'est ça. Il y a autant de catégories. C'est hallucinant. Donc, évidemment, meilleur film, réalisation, scénario. Aussi, le film qui s'est plus illustré à l'extérieur du Québec. Ouais, c'est ça. Okay. Ça, je pense que ça devrait. Puis 3 nominations aussi pour les d'interprétation. Ah ouais, OK. Est-ce que Mani Soleimanlou en a eu? J'ai pas été voir en détail, malheureusement. J'ai peut-être acheté un L, donc, mais ça, j'ai hâte de voir parce que, oui, c'est un film québécois, mais un film québécois anglophone. Et comment ça va réagir un peu dans le milieu si c'est lui qui remporte plusieurs prix.
Parce que Ben, de mémoire, je pense mais que là, c'est il la... est établi à Montréal maintenant. Oui, Fait que oui. c'est ça. Mais... C'est pas un film canadien, c'est un film québécois. Ouais, qui part du Canada, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse partie à Winnipeg. C'est pas typiquement un film québécois comme on l'entend. Là. Je pense que les réactions, si, mettons, ils gagnent toutes, vont être plus, sans offense, mais les traditionnels de genre, c'est quoi ce film-là, on n'a pas vu ça. Là, parce que c'est un film comme quand Viking a remporté. Là, Ouais. c'est super bon, que... mais ça a fait 250 000 au box-office. C'est sûr, pour le grand public, ils comprendront pas. Ben, c'est ça. Mais mettons, Berger, Deux femmes en or, il a pas atteint le million, mais il a été beaucoup vu et entendu parler. Là. Puis Berger, lui, a été vu par beaucoup de gens, littéralement et tout. Donc, allons-y avec Deux femmes en or, justement, qui suit avec 15 nominations. Tout comme Amour, Apocalypse, quand même. Oh, OK, ouais. Donc, également meilleur film, réalisation, scénario. Évidemment, les acteurs Patrick Yvon, Gilles Renaud pour Amour, Apocalypse et... Karine Gontier-Heidman et Laurence Leboeuf et Juliette Gariépy pour Deux femmes en or. Mais là, ça veut dire que Karine puis Laurence sont en compétition. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça, aïe, aïe. Ça va se battre ce soir. Je pense pas, d'après moi, ils vont être juste vraiment contents l'une ou l'autre pour l'une ou l'autre. Là. Et on termine avec Berger, donc de Sophie Leraspe. Donc 13 nominations. Encore là, meilleur film, réalisation, scénario. Félix-Antoine Duval, un premier prix également pour lui, première nomination. Fait que c'est cool. Je veux dire, même si Langue universelle remporte meilleur film, j'espère que les gens ne chialeront pas parce que Berger, ça reste un film d'un Québécois qui s'en va en France, puis ça se passe en France tout le long. Là. Fait qu'après ça, on salue les meilleurs films produits ici, puis faits ici. Là. C'est ça qu'il ne faut pas perdre. C'est juste que la plupart de nos films se déroulent ici parce qu'on les fait ici avec les gens d'ici, etc. Mais non, à la limite, c'est réunir les deux solitudes. Un film québécois qui rit du Canada anglais un peu. Donc, à découvrir, je le répète, le 7 novembre. Oui, c'est ça. Puis aussi, je salue. Je pense parce qu'il y a beaucoup de catégories. Il y a aussi genre meilleur premier film, puis des affaires comme ça par rapport à ça. Puis Ville et Misérables aussi, il y a pas mal de nominations. Costume, maquillage, Jean-François, meilleur premier film, des trucs comme ça. Fait que hâte de découvrir tout ça. Rappelle-moi la date, t'as dit? Le 7 décembre. 7 décembre. Et à partir de novembre, il y a, pour une deuxième édition depuis l'an dernier, le Sprint Gala Québec Cinéma. Alors, plusieurs cinémas participants vont rejouer les 7 films en nomination pour meilleur film à certaines dates. Là, c'est beaucoup des mardi, mercredi, jeudi, là, comme au milieu de la semaine. Puis les projections sont comme nationales. Là, fait que c'est le même film partout dans tous les cinémas participants. De mémoire à 18h30, puis après il y a un Q&A virtuel, virtuel live avec une partie de l'équipe, fait qu'on peut texter des questions, puis là ils répondent et tout là. Fait que donc surveillez ça. Ouais, c'est ça. Si vous avez manqué là. les films, c'est sûr que un petit gros secret, mais la plupart des films québécois se retrouvent sur Crave là. Fait qu'une fois qu'ils ont quitté l'affiche, ça se peut qu'ils soient tous là déjà actuellement là, mais il y en a beaucoup, en fait tous là-dedans, je recommande de les voir sur grand écran. On les a tous vus. Je me souviens plus par cœur là, de te nommer ceux qui ont le plus de nominations, mais les 7 films de meilleurs films, on les a tous vus, on les a tous couverts. On a probablement eu des entrevues avec toutes ces équipes-là. Là. Exact. Fait que, mais j'y recommande tous. Je pense. J'ai vraiment aimé Berger. Je pense que finalement, je l'avais pas mis dans mon top. Je me souviens plus, je l'ai mis dans mon top 5 de l'année où il était dans mes mentions honorables, mais j'avais vraiment aimé ça. Mais Deux femmes en or aussi. Et c'est l'occasion de peut-être découvrir une langue universelle quand même, qui était vraiment un beau petit bijou. Alors, et que nous aussi, peut-être, on reparlera dans notre topo de fin d'année, parce que c'est des films de 2025. Fait que quand on parlera en fin décembre, janvier de nos tops, ça se pourrait qu'on en rediscute. Donc, bande-annonce, une petite très simple, qui est plus amusante, mais qui peut s'avérer une belle petite surprise. C'est nouveau Sam Raimi quand même. Sur un drôle de concept où il y a un boss, un petit baveux, un petit blanc-bec pas fin, joué par Dylan O'Brien, et qui abuse un peu, disons, professionnellement de... Rachel McAdams. Rachel McAdams, c'est ça. Qui aime l'humilier. C'est ça. Là, puis elle pue, puis c'est pas trop allumé, puis etc. Sauf que dans un voyage en avion,
crash d'avion, on s'écrase sur une île, il reste juste ces deux-là. Lui est mal en point, fait que là, les rôles vont s'inverser. C'est elle qui va devenir... Et elle est comme une survivaliste finalement, qui sort du elle a placard. bien ça, elle est full intense, puis peut-être même qu'elle aurait plus envie de rester sur l'île avec son petit boy toy, qui le met dans une situation un peu à la Misery. Là. Oui, je trouvais que... Pas d'y faire écrire un livre ou quoi que ce soit, mais de la genre, dynamique de pouvoir, parce qu'on voit qu'il est blessé à un pied, il est coincé là, il est dépendant d'elle, puis etc. Et elle nous semblait aimer le torturer un petit peu, je pense. C'est ça. Fait que je pense pas... C'est pas un film d'horreur, je le présenterais pas comme ça, non, mais un dans genre la de comédie suspense. Noire qu'on comédie dit. noire. Mais quand même d'horreur, thriller, c'est mais... ça. On est plus dans le style... C'était Drag Me to Hell qui avait Mais Drag Me to Hell était plus horreur parce qu'il y avait... tu sais, elle avait des visions de possession, puis il y avait des jump scares, puis des trucs dégueux, là, et tout. Fait que je pense qu'il va y avoir moins ce côté-là avec, mais Sam Raimi est toujours assez créatif et tout. Fait que, moi, je suis bien curieux de voir ça. Je me souviens pas de la sortie, par contre. 30 janvier. Okay. Ouais, tout à fait. Alors, allons-y avec les films de la semaine. Oui. Débutons avec... moi, je vais aller avec... Dans le léger, dans le plaisir. Dans le léger. Oui. Good Fortune d'Aziz Ansari. Oui, premier film, en fait, pour Aziz, qui est un humoriste, comedian, est surtout connu pour la série Master of None sur Netflix. Qui avait créé, d'ailleurs. Oui, qui avait créé, que je pense qu'il réalisait la deuxième saison. Et aussi, certains le connaissent pour Parks and Rec, qui fait un des autres personnages un petit peu baveux. Fait que c'est un Américo-Indien. Là. Ouais. Un peu avec une grande gueule qui aime il y a du bagou, mais il joue les petits timides souvent. Là, pas petits timides, mais petits introvertis là, qui font un peu marmonner et tout. Fait qu'il réalise le film, mais joue un des rôles principaux du trio composé également de Keanu Reeves et Seth Rogen. Fait que Ansari, Rogen, des phases de comédie. Reeves, c'est... en dents de scie, là, dans le sens qu'il y a des passes comédie, après il est très action. Il y en avait plus jeunes, mais... les Bill and Ted, ça, entre autres. Là. Ouais. Puis une couple d'autres. Récemment, là, il y avait eu un caméo dans une production Netflix là, américano-asiatique, là, puis avec une fameuse lunette, puis il jouait un good guy. Definitely My Maybe, je sais pas quoi, là, puis ça avait fait sensation. Qu'est-ce qui se passe ici? Ansari, son personnage de Arj, est paumé, il travaille vraiment fort, c'est des Américains, il est en 2-3 jobs pour juste arriver à ses fins, il dort dans son char, et il a vraiment l'impression que c'est juste, il n'y a pas de break, il aurait juste besoin d'argent pour que ça marche puis être confortable. Et à l'inverse, il va se mettre à travailler pour Jeff, joué par Seth Rogen, qui lui, on comprend qu'il a fait fortune c'est un tech guy, il a fait fortune en créant une app, puis des trucs comme ça. Puis là, ça va bien, il passe ses journées à faire pas grand-chose. 2-3 meetings Zoom, c'est réglé, il a full de cash et il prépare son party de 40e anniversaire excessif à fond et tout. Et Keanu, lui, joue un ange qui, pas l'ange le plus dégelé de la boîte, qui sert à surtout réveiller le monde qui text and drive pour pas qu'il fasse des accidents. Puis là, il va vouloir s'impliquer à dire hey, il a l'air vraiment misérable. Je pense que je pourrais y faire avoir une vision. Je vais le faire un peu comme, pas tout à fait les fantômes du passé et présent, mais je vais y faire un classique swap, là, de genre body swap. On va s'inverser. Tu vas voir que même être riche, là, ça va pas régler tous tes problèmes. Mais finalement, ça règle pas mal tous ses problèmes puis que ça va super bien. Il n'y a plus le goût de revenir en arrière. Exactement. Puis là, par une espèce de technicalité angélique, il peut pas reforcer ça. Ça prend le désir du personnage d'Ansari de vouloir rechanger. Fait que là, Rogen, qui est rendu lui qui doit trimer dur, est aussi très mécontent de cette situation d'inversion de classe sociale. C'est un film qui est dans la légèreté, c'est une comédie, comme tu as dit, mais sur un commentaire social, la fracture entre les classes, le travail acharné des plus démunis qui se battent contre les coupures. On a beaucoup de travail avec des applications, que ce soit de la livraison de nourriture ou faire des tâches domestiques. Puis, ou ceux qui font des petites job-ins aussi. Là, c'est ça, mais je voulais dire aussi que tu étais beaucoup à la merci de genre, hey, finalement, je te mets 2 étoiles, j'aimais pas comment tu étais habillé, puis là, ça nuit tout ton profil, puis tout te coupe. T'sais. Ce qu'on voyait un petit peu aussi dans Suleiman, l'histoire de Suleiman, mais qui était beaucoup plus dramatique. Ici, c'est quand même plus léger, mais on présente ça aussi, le côté que. Il dit lui-même, le personnage, que le fameux rêve américain de tout le monde peut réussir en Amérique, c'est brisé. Là. C'est brisé parce que le clivage entre les classes sociales est tellement gros. Il réalise à un moment donné comme « OK, moi, je pensais que je pouvais avoir juste
une job, même une job de merde, là, genre, sans offense, là, mais être plongeur, puis tout, puis que j'allais être correct. Puis c'est comme, non, faut que tu ailles genre 2-3 jobs parce que le coût de la vie est tellement élevé, puis tu te fais tout prendre par les paliers qui te restent 100$ au bout de ta semaine, puis à travailler au jour le jour. Fait que, une manière comique, puis dans cette inversion de position, puis avec des comédiens expérimentés de rendre ça. T'sais. Moi, j'ai beaucoup apprécié, honnêtement. On est, comme tu l'as dit, dans la légèreté. Mais c'est le fun d'en voir au cinéma parce qu'on sait que depuis l'arrivée des streamings, ce genre de comédie-là, c'est quand même plus rare. Parce que je pense que c'est du consommable rapide, souvent. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que les chaînes de streaming se disent, je vais produire le film à 20-30 millions, puis il va me donner un push pendant 2 semaines. Peut-être plutôt que faire une mise en marché d'un autre 20 millions, puis là, espérer être à l'affiche 6 semaines, où il y a plus d'argent possible, mais ça se peut que ça soit un échec aussi. Là. Fait que j'essaie juste de m'expliquer pourquoi on en voit moins au cinéma des comédies, mais c'est vrai que depuis cette année, 2025, il y a une certaine resurgence. On voit qu'il y a un désir de... Et Seth Rogen en a produit une tonne aussi de ce genre-là. Lui, il reste, je pense, un passionné du cinéma. Mais qui s'était quand même éclipsé dans les dernières années. Il était beaucoup dans les séries. C'est sûr qu'en série télé, c'est différent. Là, mais oui. Mais, fait que bref, c'est le fun de voir ce duo-là. D'ailleurs, Ansari et Rogen sont amis dans la vraie vie. Ça faisait longtemps qu'ils voulaient travailler sur un projet ensemble. Donc, moi, je trouve ça très sympathique. On passe un bon moment. Comment t'as aimé Keanu Reeves? Est correct dans ce genre de rôle-là. Parce qu'il joue les imbéciles un peu. Fait que ça lui donne un peu, je sais pas lequel il faisait, là, mais Bill and Ted, là, un peu le genre. Il est moins yep et dude, là, mais il est comme OK, so if we do that, là, quand il parle très mollement. Là, c'est un acteur avec son débit à lui, avec son style à lui, qui marche bien peut-être dans des John Wick, dans d'autres films peut-être moins, mais là ici, je trouvais que ça parce passe. Qu'il donne un peu ce côté... il est un peu simplet, là. Même les autres anges le voient comme... Il est bienveillant, là. Il est rempli de bonnes intentions, mais très maladroit, puis il pense pas très loin, là. Fait que c'est ça, tous ses plans backfire, là, lui repètent d'en face, puis il est comme « Oh! » Puis à noter quand même Keke Palmer aussi, générique, comédienne que j'aime bien. Mais je trouve que la structure quand même du scénario est intéressante parce qu'à un moment donné, l'emphase est vraiment mis plus sur la relation entre Jeff, Seth Rogen et Keanu Reeves. Fait que on alterne un peu tout le temps dans les points de vue. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a quand même un message social très, très d'actualité, évidemment, qui porte à réfléchir à travers tout ça. Ouais, comme tu dis, je pense qu'il y en a qui vont... Le film n'est pas si mordant que ça, mais je pense qu'il y en a qui vont pas aimer ça. Je pense que certains républicains risquent de voir... Je sais pas si ça va tweeter contre le film en fin de semaine. Là. Ça a des bonnes chances que One Battle After Another s'est fait ramasser par la droite américaine. Oui, pas mal. Tabarouette. Sont sensibles. Écoute, oui, vraiment. Juste un petit fun fact ça. Keanu Reeves, curieusement, s'est blessé quand même assez sérieusement pendant le tournage. Ah ouais? Il y a une fracture du genou qui est arrivée lorsqu'il sort des bains froids que les personnages prennent. Il a glissé. Puis ce qu'il trouvait ironique parce que avec tous les films de John Wick, il n'y avait jamais eu de blessure. Et là, un petit truc anodin comme ça. Sortir d'un bain, glisse, se pète. Et d'ailleurs, toute cette séquence-là, cette idée-là vient de Seth Rogen, le sauna puis le bain. Tout ça. Le bain froid. C'est qu'Ansari disait que je pense Rogen a comme bonifié un peu les idées comiques. Puis Rogen fait partie un peu de cette... Comment les bobos riches un peu, là, tu sais, les gens qui sont partis de nulle part, qui sont les devenus self-made men, c'est ça, mais puis, jamais vraiment. Là. Qui rient, je pense, beaucoup un peu des modes qu'on trouve à Hollywood, des fois qui peuvent être un peu... Puis ça, tu suis les réseaux sociaux, puis tes voix, là, c'est ça. Ils l'ont pas mis dedans, probablement que c'était dur à intégrer, mais il aurait pu rajouter le genre se lever à 4 heures du matin juste pour écrire des pensées puis des affaires de même. Là. C'est sûr qu'aussi, tu mentiras pas, là, Rogan, il aurait pas pu faire semblant qui fait 2 heures de gym par jour, là, comme plusieurs font, là, mais tu vois, il est un peu comme, je fais ça, les bains froids, puis sauna, puis c'est ça, puis ça fait, puis ça me fait rire aussi, parce que c'est la méditation, mais tu sais, contrôler 15 minutes, ton alarme te dit ta méditation est finie, parfait, ça c'est fini, tu sais, tu fais toutes les choses, mais t'es fait pour les faire, puis c'est aussi pour occuper ses journées, parce qu'il glande à rien, là, finalement, t'sais. Donc voilà, fait que je pense pour Good Fortune, si vous voulez passer un bon moment, là, ça faire une belle petite sortie. Allons-y. On y est en gradation ou...
Ouais, allons-y avec After the Hunt de Luca Guadagnino. Ouais, j'ai oublié de vérifier, c'est un Italien, Oui, Guadagnino, c'est ça. Ouais. Je savais plus si c'était espagnol. C'est un film américain, After the Hunt, donc Après la chasse au Québec, qui met en vedette Julia Roberts, que, sauf erreur, j'ai l'impression que ça fait quelques temps qu'on... Elle aussi, ça se fait plus rare au plus cinéma. rendue sélective, c'est Ouais. bien, là, en même temps, je joue pas dans toutes... Parce qu'elle joue moins des rôles secondaires puis tout, je pense, pour ça. Fait qu'elle doit choisir ses projets. Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg, qui est genre de nom qui dit rien, mais qu'on reconnaît sa face. Un peu comme Chloé Sevigny aussi, des fois. Qui est dans le film aussi, c'est pour ça que je nomme ça. Julia Roberts joue une professeure de philosophie à l'université, à Yale, en fait, dans le Connecticut, qui va se retrouver sa clôture, à cheval, entre... parce qu'une de ses étudiantes préférées au PhD porte des accusations d'inconduite sexuelle contre le genre de chargé de cours, là, professeur adjoint au département, joué par Andrew Garfield, qui est un peu son protégé, puis qu'elle a même un peu secrètement un béguin pour lui, qu'on ne sait pas exactement si elle consomme ou pas, là, mais elle qui est en couple avec Stuhlbarg, qui lui est un psychologue ou psychiatre. Là. Fait que voilà, fait qu'elle se retrouve à être comme genre, ben là, qui je crois, tu sais, c'est un he said, she said, là, elle dit, basé sur les valeurs, où est-ce qu'elle va se passer, qu'est-ce qu'elle va prendre, quelle partie elle va prendre, et qui va faire ressurgir un peu une facette de son passé qui était méconnue pour pas mal tout le monde, incluant le spectateur. J'avoue que la bande-annonce vend beaucoup un gros thriller, là, tu sais, on sait que c'est pas une enquête policière, mais de genre, oh là là là, c'est pas aussi le couteau entre les dents que ça, là. C'est plus un drame psychologique. Ouais, c'est ça, puis tu sais, comme on dit, de valeur, puis de placement, puis c'est un film qui porte beaucoup à réflexion sur qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là, surtout qui croire, mais le film, tu sais, il n'y a pas de trigger warning, là, on voit pas justement la fameuse agression ou pas, c'est qui dit quoi, c'est pas détaillé, on se rend pas au tribunal, c'est vraiment une question de aussi... Ben, si tu portes plainte, ça se peut que tu gagnes, mais peu importe le résultat, puis c'est aussi le genre d'affaire, parenthèse, qui a été décrit même au Québec. Je me souviens qu'il y avait un documentaire de Léa Clermont-Diome, des choses comme ça, mais ça va laisser une trace. Après ça, quand tu vas vouloir être embauché dans un autre département, on va dire, ça c'est la fille qui dénonce quand il se passe de quoi, là, tout le monde va avoir peur de faire quoi que ce soit. Lui, même principe, c'est quoi est-ce qu'on est dans la justice ou la vengeance? Qui croire dans les deux cas, etc. Fait que il y a de quoi de très intéressant là-dedans. Oui, puis c'est un film où justement la zone de mystère évolue. C'était très assumé par Guadagnino qui laissait le spectateur faire un peu sa propre interprétation. Oui, puis changer d'idée au fil du récit. C'est ça. C'est vraiment un film de dialogue, un film d'acteurs, d'ailleurs, qui sont tous très bons. Ouais. Julia Roberts, très solide aussi. Très impressionné honnêtement. par Stuhlbarg, en rôle secondaire, qui devient complètement névrosé, mais qui est comme... il est à la fois un ange puis un démon sur l'épaule de sa femme, là, on dirait. Là. Ayo Edebiri aussi, qui est toujours excellente. Andrew Garfield, pareillement aussi. Un peu un contre-emploi quand même Ouais. c'est ça, jouer le très prétentieux puis un peu antipathique. C'est ça, lui qui est plus jeune, fait qu'il flirte avec un peu toutes les étudiantes, fait qu'il est pas clair. Puis tu sais, prof de philo, sans offense, fait qu'il a l'air très libertarien dans ses affaires, la vie, on fait ça, tu sais. Fait qu'il y a aussi... il n'y a pas le combat des classes sociales comme dans Good Fortune, mais on comprend qu'on est ailleurs, là. Un monde un peu élitiste de l'enseignement pour enseigner, là, tu sais. Son jugement n'est pas là-dessus dans Guadagnino puis le scénariste, mais c'est des profs d'université qui enseignent à d'autres mondes pour qu'ils deviennent un peu des profs d'université. Là. La philo, c'est autant important qu'impertinent, là, quand même. Là. Ouais. Hot take, là, tu sais. Donc, quand même, Guadagnino poursuit encore cette thématique qui revient souvent. J'ai réfléchi un petit peu à ses films précédents. Donc, vraiment, les rapports de force, beaucoup aussi entre mentor et protégé. Souvent, ça arrive, quelqu'un de plus vieux, plus jeune, dynamique aussi amoureuse entre ça. C'est jamais trop clair non plus avec le personnage d'Ayo Edebiri. Est-ce qu'elle désire amoureusement sa professeure Julia Roberts? Oui, parce qu'elle se déclare comme homosexuelle, mais on n'est pas si sûr. Et peut-être fait quand même, mais au bout du compte, je peux juste faire un petit bémol. Je trouve que
Je pense que Guadagnino voulait se montrer un peu plus malin, je pense, que le film l'est réellement. Je pense que c'est un film ça va provoquer, ça va susciter, mais c'est quand même assez tranquille au bout du compte. Je pense que le film sort peut-être un peu trop tard par rapport au mouvement MeToo, sorti peut-être quelques années pendant tout cette... Ouais, c'est le MeToo puis ce qu'ils appellent la guerre des cultures, le Culture Wars, là, justement les positions sociales. Moi, j'ai l'impression que quand il écrivait, là, ça va choquer les gens. C'est pas lui qui écrit, mais... il n'a pas coécrit, me semble, le scénario. Peut-être coécrit, mais je pense que c'est... à la base, j'ai oublié de noter. Mais il écrit pas ses films, il co-écrit peut-être, mais c'est pas les idées de base, c'est pas lui. C'est pour ça qu'il arrive à en réaliser autant si fréquemment. Là. Laisse-moi confirmer ça parce que je suis pas mal pendant ce temps-là, je vais juste te parler de sa mise en scène, que ça est toujours très soigné et que j'aime beaucoup parce que, et peut-être parce qu'il est italien, je trouve qu'il y a une influence. Là, c'est l'Halloween, on écoute beaucoup de films d'horreur ces temps-ci. Puis j'ai écouté un ou deux Giallo. Mm-hmm. Oui, j'ose pas un ou deux. Mais je prévois d'en écouter d'autres. Puis je trouve qu'il y a une influence de ça. Là. C'est pas sanguin, ce film-là, ou quoi que ce soit. T'sais, d'ailleurs, il avait repris Suspiria il y a quelques années. Fait que des effets tacky, qu'on voit plus nécessairement. Là, à un moment donné, elle fait une sieste sur son divan, puis là, il y a un fade-out, puis là, elle disparaît. Puis ça, tu ferais comme, hey, ça fait cégep un peu, ces affaires-là, mais en même temps, j'aime ça. J'aime ça, ce qu'il fait avec sa caméra, qui est très... flottante, il ose se promener, aller d'en face des mondes, tourner autour sans que ça devienne non plus quelque chose de regarder comme c'est épatant. On dirait que c'est juste un naturel de comme tu prends la caméra, tu suivras le personnage, puis après tu te tourneras, puis ça crée une dynamique que j'aime beaucoup voir dans ces films, puis que c'est ça, qui est pas prétentieuse, mais je trouve que ça ajoute parce qu'on voit plus ça. Parenthèse, je reviens juste sur Good Fortune aussi, il faisait beaucoup des fondus balayés. Là. Mm-hmm. Il y avait beaucoup ça dans le film, des fois par en haut, des fois à gauche, des fois à droite, puis c'est comme, tu sais, Star Wars, c'est le summum avec les cercles et les étoiles. Là. Mais bref, on dirait qu'il y a comme cette énergie-là qui revient de plus être juste comme des caméras statiques ou des plans clean, plus de fondu, rien. Guadagnino se laisse aller un petit peu plus. Il faut dire que dans After the Hunt, il y a beaucoup de gros plans sur les mains. J'aimerais ça lui poser la question. Quel est au le lieu symbole des pieds de Tarantino? Mais, c'est ça. Beaucoup de trucs. Donc, oui, tu as raison, c'est juste scénarisé par Nora Garrett. Bon, fait que j'ai l'impression qu'elle, probablement, se dit « Ah, ça va provoquer. » Je trouve que ça sent un peu dans le scénario qu'on veut amener quelque chose de « Oh my God », mais finalement, c'est ça. C'est pas négatif ni positif. Là. Je fais juste dire, j'ai l'impression qu'on vend un peu le film comme ça, mais au bout du compte, c'est pas tant provocateur. Non, c'est un film qui invite à la discussion, mais qui, lui, prend pas une position si tranchante que ça. Bien que quelques dialogues là, où le personnage de Julia Roberts ose remettre à la place des fois les jeunes, puis leur vision très noir ou blanc de la vie et tout ça, là, sans nuance et tout ça. Fait qui se victimise beaucoup, d'ailleurs. C'est ça, puis il y a un dialogue qui devient intéressant parce que comme c'est une université prestigieuse et peut-être prétentieuse, fait qu'il y a ce côté-là élitiste. Mm-hmm. Comme je disais, dans le côté des classes, mais aussi de dire, est-ce que tous les gens qui sont là étaient déjà des privilégiés, puis tout le monde continue à se nourrir puis à s'embrasser les fesses pour se donner du pouvoir et tout, fait que c'est discuté éventuellement dans le film et tout, fait que très, je trouve que c'est un film très intéressant. C'est pas un film parfait, mais il y a beaucoup d'intérêt. C'est un film qui vaut la peine d'être vu à plusieurs puis d'en discuter autour d'un breuvage après votre visionnement. Et je trouvais que je peux faire une comparaison. Je trouve que ça vous c'est loin dans ma mémoire, mais il me semble que ça évoque un peu Closer de Mike Nichols avec Julia Roberts justement aussi, qui avait Julia puis Natalie Portman. Je l'ai pas vu, fait qu'on est un peu là-dedans. Puis à la limite... Ah ouais, je pensais que c'était le Canadien qui avait fait ça. Non, c'était Mike Nichols. Je pense que c'était son dernier film qui avait fait The Graduate à l'époque. Tout ça fait que je mélange avec un autre film qui a Amanda Seyfried, puis que ça, c'est... Ah non, je mélange... voyons, comment ça avec Julianne Moore? Non? Ouais, non, avec Atom Egoyan. Ouais, c'est ça. Okay. J'ai mélangé de films de quatuor puis l'affaire d'un Atom Egoyan, mais c'est pas Closer, c'est autre chose. En tout cas. Et à certains égards, un peu Stanley Kubrick et son Eyes Wide Shut, parce qu'on justement, on est dans cette zone-là, qu'est-ce qui est vrai, qui est pas vrai, qui dit quoi et tout ça. Puis par la musique, je trouve que ça évoquait beaucoup le style musical Eyes Wide Shut. Musique de Trent Reznor et Atticus Ross, pas sous Nine Inch Nails cette fois, mais puis ils ont fait plusieurs de ces derniers films. Mais complètement différent de Challengers, on était ailleurs. Et là, on est beaucoup dans la musique atonale, le piano et tout ça. Là, fait que
quand même intéressant à ce niveau-là. Donc, pour les grands cinéphiles, écoutez, tendez l'oreille pour ça. Allons du côté de l'horreur, parce qu'Halloween s'en vient dans 2 semaines. C'est pas mal la dernière grosse sortie de Major là, d'ici l'Halloween. Là. Donc, Black Phone 2 de Scott Derrickson. Mais oui, on a perdu le « de » et on a gagné un chiffre, parce que le premier était « de Black Phone », le téléphone noir, et maintenant « téléphone noir 2 ». On retrouve les mêmes personnages que le premier film, donc les jeunes Madeleine McGraw et Mason Thames, qui ont vieilli de quelques années. Et Ethan Hawke revient dans son rôle du fameux grabber avec le masque en bedaine, très épeurant. Mais là, ceux qui ont vu le premier disent « Mais il était pas mort! » Alors oui, il reviendra les hanter parce que, un peu à la The Shining, ces deux frères et sœurs-là ont des espèces de connexions spectrales avec des morts et des mutilés. Ils doivent essayer de résoudre ça. Mais dans le premier, il se faisait capturer. Là, on se trouve 4 ans plus tard. Finney gère mal sa colère, il est très colérique de tout ça, puis il refuse le fait que Gwen continue d'avoir des rêves et des visions. Elle est plus connectée à ça, au monde des rêves, et ils vont voir un souvenir de leur propre mère en 1957 dans un camp en forêt chrétien qui les appelle d'une cabine téléphonique. On garde beaucoup l'aspect téléphonique. Dans Alpine Lake au Colorado, et là il y aurait 3 garçons mutilés qui auraient disparu, et au même moment Finney lui reçoit encore des appels, souvent sur des téléphones défectueux, puis c'est le grabber qui se rapproche d'eux et tout, et qui voudrait peut-être se venger de Finn, qui avait réussi à lui échapper, qu'il avait fait tuer son frère. J'avais oublié cette affaire-là. Fait que dans un jeu de subterfuge, là, avec dans la porte du sous-sol et tout. Alors, ça venait à la base d'un short story de Joe Hill, fils ou un des fils de Stephen King. Tout à fait. Fait que là, évidemment, il n'y a plus de matière écrite pour ça, mais on regarde les personnages, on fait une suite. Fait que il y a un petit côté, comme on voit partout, Nightmare on Elm Street, là, d'aller un peu dans le monde des rêves puis du subconscient, qui est utilisé très brillamment. Scott Derrickson est un cinéaste qui aime aussi beaucoup créer de la folie sur image, si on veut. Fait que là, il utilise du faux vieux grain 8 mm, le son un peu désorienté, un peu cacane, quand c'est le monde des rêves. Mais là, elle, quand elle se déplace, et autant dans le réel, elle peut apporter des marques là, de ses blessures dans le monde réel. Fait que il y a quelque chose de... Très Freddy Krueger. Ouais, très fantomatique. Puis même, il y a un petit côté, je trouve, un peu... c'est très à la mode, mais faut bien que j'oublie le titre, là, la grosse série sur Netflix des jeunes. Là, Stranger Things. Ouais, c'est ça. Il y a un petit côté de ça, je trouve, entre le réel puis c'est sûr, c'est pas l'Underworld et tout. Là. Mais il faut dire que le film, en plus, se déroule dans les années 80-82. Fait que c'est sûr que esthétiquement et musicalement... Ça te parle? Non, mais on plonge dans ces comparaisons-là avec Stranger Things. Fait que là, les jeunes vont aller au camp pour essayer de découvrir le mystère. Je dois avouer que j'ai pas pu voir le film au complet, mais tu es le spécialiste. Bien sûr. Écoute, moi, j'étais... envoyé sur le terrain. J'étais très curieux, j'étais sceptique parce que je trouve que le premier film était parfait. Ça avait été une des belles surprises, honnêtement, de 2021 dans ce genre-là. Ouais, puis il était sorti en juin, ce qui était un peu bizarre pour le genre. Puis c'est l'inverse, ils l'ont placé pour l'Halloween. Qui avait un bon succès, honnêtement. Le premier était vraiment hommage à l'univers de Stephen King. Tu l'as dit, ici, on tombe vraiment dans le Nightmare on Elm Street. Donc, j'ai apprécié qu'on aille ailleurs, qu'on ne fait pas juste refaire le premier film. En même temps, je trouve que c'était le charme du premier. Je trouve que c'était d'une simplicité bien racontée. Fait que là, ici, c'est peut-être un petit peu confus. C'est un peu lent de démarrer, mais une fois que ça démarre, c'est quand même intéressant. Fait qu'au final, ça a été une belle surprise. Je ne mettrais pas dans mes films d'horreur préférés, mais je trouve que c'est une bonne suite qui est intéressante. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Je ne crois pas. C'est un bon divertissement. C'est un très bon divertissement, oui, tout à fait. Puis, il y a quelques bonnes séquences aussi. Là. En fait, moi, ça m'a juste fait ennuyer d'un nouveau Nightmare on Elm Street. Je me disais, crime, on serait dû pour revoir Freddy Krueger à l'écran quand même. J'aurais cru que, tu sais, parenthèse sur les Griffes de la nuit, qui ont fêté son 50e anniversaire. 40e. 184. 84? Ouais. Ah ben oui, 40e, pardon. Il y a un an. Puis, tu sais, mais ils n'ont pas fait de relance, de suite, de rien. Il y en avait refait un en 2010 qui a été un fiasco, je pense. Là. Ça avait été un succès honnête, mais ça avait fait quand même de l'argent, mais personne n'avait tant apprécié que ça. Ouais, finalement. fait que là, dans ça, tu fais pas de suite. Fait que, tout le monde sort tiède de ça. Ouais, puis
Je sais pas si c'est une question de droit aussi. Pourtant pas, parce que c'est à New Line puis qui appartient à Warner. Fait que je sais pas pourquoi que ça prend tant d'années comme ça. Qu'ils là. mettent du monde pour essayer de refaire de quoi, puis d'y Peut-être, penser. puis ils n'arrivent pas avec le bon concept, là, tout simplement. Fait que bref, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la jeune Madeleine McGraw qui joue Gwen, donc la sœur de... Qui vient un peu prendre le rôle Ouais, principal. ouais, tout à fait. Fait que ça aussi, j'ai apprécié. Puis c'est quand même intéressant de les prendre des personnages où ils sont donc brisés par ce qui est arrivé aussi. Fait qu'il y a quand même un côté très réaliste à tout ça. Là, puis eux, il y avait une mère suicidée, père alcoolique. Là, tu comprends que le père, ça fait un bout qu'il boit plus, mais il est sur la ligne de pouvoir chuter quand même. Toi, avec ce comédien-là, Jeremy Davies, qui est assez particulier dans son ton aussi. Ouais, c'est ça. Puis avec sa back coiffe, il y a une drôle de bouille. Là. Ouais, vraiment. Fait que bref, Black Phone 2, honnêtement, c'est quand même une belle réussite. Ça serait peut-être, je pense, catastrophique des fois qu'on fait des suites comme ça. Ouais, mais l'idée est très bonne. Il n'aurait pas fallu qu'il fasse finalement, il n'est pas mort. Puis là, exact. Ou on n'est pas non plus allé sur le classique prequel. Peut-être que ce sera le 3 si on en fait un. Peut-être qu'on reviendra avant, mais je pense qu'on voulait garder les mêmes comédiens. On l'a-tu dit, Mason Thames qui a eu un gros succès cet été avec Dragon, puis là, lui, il va faire la suite. Fait que je pense que c'est un comédien à suivre aussi. Ouais, tout à fait. Non, c'est une belle carrière. Musique de son fils, Atticus Derrickson, qui fait la musique du film. J'ai pas remarqué si c'était lui qui avait fait pour le précédent film et tout. Là. Je sais pas son âge, mais puis c'est bien utilisé là, dans les séquences. Et ça. C'est quelqu'un qui aime le jump scare aussi, là, quand même. Derrickson, là, il avait fait quand même un gros succès avec ça, avec Sinister, qui était un des bons films là, qu'elle en attribue encore. Fait que non, c'est un bon... c'est un bon réal d'horreur. On le met beaucoup à... Doctor Strange. Non, mais Doctor Strange, c'est autre, mais j'oublie, il y a un réal, là... voyons, lui qui a fait le Stephen King dramatique avec... Mike Flanagan. Ouais, Flanagan, on est beaucoup comme le meilleur réal d'horreur, puis tout, mais il a fait surtout des séries d'horreur, je pense. Derrickson, ça menait un bon. Oui, tout à fait. J'espère juste pour lui qu'il va pas être juste pogné à faire 4 Black Phone, là, qu'il va se permettre d'aller faire d'autres choses une fois de temps en temps, retourner avec une nouvelle idée fraîchement neuve et tout. Là. Parce que d'ailleurs, je pense que Sinister 2, c'était pas lui qui l'avait fait. Là. Non, de mémoire, je pense. Puis c'était moins plus de B-movie. Là. Mais voilà, Black Phone 2. Je prends quelques minutes pour te parler de Kiss of the Spider-Woman, baiser de la femme araignée, le baiser de la femme araignée, de Bill Condon, avec, entre autres, Tonatiuh, de son nom de famille Elisa Raraz, mais qui est juste connu sous Tonatiuh, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, mais c'est lui qui vole le show. J'ai vu qu'il a joué dans une couple d'affaires, peut-être plus de séries télé, il avait un certain succès. Mais il y a aussi Diego Luna et surtout Jennifer Lopez. Et là, vous me dites, il me semble que c'est un vieux film, cette affaire-là. C'est en fait, à la base, un livre qui a été aussi un film en 1985, donc il y a aussi 40 ans, et qui avait, entre autres, donné quelques statuettes ça et là de par le monde, dont un Oscar à William Hurt pour son interprétation. Il avait été nommé pour meilleur film. Et là, ce qui est arrivé, c'est que, comme tout bon, plusieurs grands récits, il y a eu une adaptation sur Broadway, en tout cas, comédie musicale, là, je pense, sur Broadway. Oui, tout à fait. Et avec là, Bill Condon a repris ça et dit moi, j'aimerais refaire un nouveau film, mais de ce côté musical. Là. Alors, le film est un parallèle entre... on est en Argentine en 1983. La dictature militaire au pays va à fond de train. Alors, tous les prisonniers politiques, on les sac en prison, on les torture, on veut qu'ils parlent, qu'ils disent sont où les autres. C'est un peu comme les rebelles et l'Empire. Ouais, ça fait écho un peu à Mexico 86. Oui, tout à fait, exactement, qu'on a discuté au mois d'août. Fait que là, il y a Valentin et Molina qui vont être dans la même cellule. Un qui est, lui qui est joué par Luna, qui est plus un extrémiste, justement. Lui, il est impliqué là, pour faire des revendications, puis contre qui est dans les rebelles. Alors que l'autre est pris plus comme une forme de prisonnier politique parce qu'il est un coiffeur ouvertement homosexuel, se retrouve en prison pour des mauvaises mœurs, finalement. Alors, ils vont partager leur cellule, pas du tout sans bien s'entendre au début, puis il va lui dire « Hey, moi, je suis full inspiré par le meilleur film de tous les temps, qui est Le baiser de la femme araignée. » Il met des affiches sur son mur, puis il dit « Regarde, moi, te raconter l'histoire. » Alors, lorsqu'il lui raconte l'histoire...
quand c'est le couvre-feu puis qu'ils n'ont plus rien à faire. Là, ça devient comédie musicale, puis ils se transportent, à force d'y raconter, eux-mêmes dans ces personnages-là. Donc, eux jouent les personnages qu'il y a là-dedans, et c'est là que Jennifer Lopez est, juste dans la partie musicale, comme cette femme fatale qui joue aussi 2 personnages dans le côté musical, dont la fameuse femme araignée. Alors, le film vacille constamment entre... C'est le drame, on se fait torturer, faut qu'on parle. Puis les deux ont un peu un agenda caché parce qu'on comprend que le garde en chef, le Warden, essaie d'utiliser le personnage de Tonatiuh pour faire parler l'autre, pour dire, ben nous, on va te donner un break si tu arrives à y faire révéler c'est qui tous ses complices qui sont à l'extérieur de la prison et tout. Fait que le film comme ça navigue. Fait que c'est pas musical tout le temps, c'est pas de la musique diégétique qu'on dit. Là. Eux, quand ils sont en prison, ils chantent pas, c'est lugubre, c'est sombre. C'est vraiment le côté très coloré. Et c'est la force de Bill Condon, qui avait entre autres réalisé Dreamgirls et La Belle et la Bête aussi, le remake. Aussi Twilight 4 et 5, mais ça, on peut l'écarter. Et, Gods and Monsters, qui était excellent. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était son premier film, d'ailleurs. En tout cas. Ah, peut-être. C'est un de ses premiers. Fait que, mais du côté musical, puis tu sais, il a déjà été comédien aussi, là, fait qu'il a joué, je pense, dans Chicago, dans une couple de films, là, mais c'est pas lui qui les avait réalisés. The Greatest Showman aussi, je pense qu'il était là-dedans. Fait que voilà pour le film. Je sais que celui de 85 était très axé plus, ben il n'y avait pas le côté musical, mais il racontait l'histoire, fait que c'était beaucoup sur le côté sombre et dur de la vie en prison. Ouais. C'est ça, lui, on dirait que c'est pas traité d'une manière légère, mais on voit qu'il y a plus d'amour mis sur le côté musical puis la mise en scène de tout ça, de ça. Tu sais, quand tu retrouves... ben, c'est un mauvais exemple, là, parce que ça n'a pas le même succès, mais tu sais, mettons Joker 2, là, parce que j'ai pas un grand background de musical, mais quand c'est filmé sur le... Tu sais, du vide, là, puis là, c'est juste plein de monde, puis là, il y a des estrades qui apparaissent devant des rideaux, puis là, ça chante, puis tout, puis tu sais, c'est comme une scène infinie, comme dans un imaginaire, fait que c'est super cool quand il y a ça, puis tu sais, Lopez, ben, super bonne, c'est le fun de l'avoir. Ouais, on dit beaucoup de bien là-dedans, sur ben, elle a jamais son- fait de musical, puis on se dit, voyons, c'est complètement fou, tu sais, elle sait chanter, elle sait jouer, elle sait danser, fait que let's go, tu sais, puis elle est pas lettre, fait que tout est là pour marcher. Je lui promets une belle carrière. Ah oui, Fait que- à surveiller. oui, à surveiller la petite G. Lopez. Fait que voilà, sortie limitée, c'est disponible en version anglaise avec sous-titres français, là, puisque comme ça garde toutes les chansons originales, mais il n'y a pas de version où les dialogues sont en français, mettons, dans la côté prison. Alors voici pour le baiser de la femme araignée. Je crois que ça sortait même, comme la semaine passée, sortie limitée par étage. On en le dit à chaque semaine. Il y a vraiment beaucoup ça cette semaine. D'ailleurs, le If I Had Legs, I'd Kick You de A24, si j'en avais la force au Québec, de Mary Bronstein, sort limité cette semaine, le 17 octobre, de plus en plus large à chaque semaine. Ça, c'est un que j'ai hâte de voir parce que, il y a Conan O'Brien qui joue dans le film. Il joue un psychologue full terre à terre. Fait que ça, juste pour ça, je suis bien curieux de voir. Écoute, je ne veux pas te baver, mais je l'ai vu. Pour des raisons professionnelles, j'ai eu accès au film. Mais on en rediscutera probablement le 31 octobre. Il y a beaucoup de sorties la semaine prochaine pour que toi aussi tu aies le temps de le voir l'occasion. Fait que c'est ça, on en discutera dans les prochaines semaines. Il sort aussi au cinéma L'Aventura de Sophie Le Tourneur avec, entre autres, Philippe Catherine. Je pense que ça sort plus à Montréal, mais peut-être aussi Trois-Rivières, Sherbrooke. Un genre de récit de voyage chaotique et désorganisé en Italie d'une famille, là, 2 parents, 2 enfants, avec du monde un peu, pas en chicane, mais un peu dysfonctionnel, là, qui rend ça assez chaotique. C'est une forme d'autofiction là, de Sophie Le Tourneur qui reprend un peu l'idée de son premier film puis ses premiers personnages. Son film, c'était Voyage en Italie, puis là, je pense qu'avec plus de budget et plus de soins, là, un peu peut-être à la Terminator ou Evil Dead 2, là, genre on fait juste le reprendre plus construit, fait qu'on dit beaucoup de bien, je pense à jouer à Cinémania d'ailleurs. Puis la semaine prochaine, 24 octobre, plusieurs films, le nouveau Camelot, le nouveau Colin Hoover, On te regrette, je me sais plus comment il s'appelle en anglais par exemple. Regretting You. Regretting You, ouais. Avec des gens qui meurent, des gens qui se remettent ensemble, qui apprennent des secrets. Ouais, c'est ça. Du mélodrame, quand même. Ouais. Tu seras notre envoyé spécial sur le terrain. Moi, j'ai très hâte très curieux de voir Springsteen Deliver Me From Nowhere de Scott Cooper, un cinéaste que j'aime beaucoup, qui navigue dans tous les genres, avec Jeremy Allen White, qui est aussi talentueux qu'en forme. J'ai commencé à écouter beaucoup cet album-là, justement, sur l'album Nebraska. C'est la genèse de cet album-là. C'est beaucoup ça qui est au cœur du film.
Fait que je l'ai écouté 2-3 fois. Je l'ai écouté plus pour avoir les tunes en tête. Ouais, je tombe Faudrait dans que le je folk américain. Faudrait que je le fasse parce que moi, Bruce Springsteen, moi, c'est synonyme de Born in the USA. Ouais, puis là, c'est pas la même vibe. Non, c'est ça qui était plus dans le pop à ce moment-là, en 85. Ouais, ben, ouais, country rock un peu, là, genre. Puis je pense que les thématiques restent les mêmes, c'est juste la manière que c'est joué, là, c'est ça. Ou la tune aussi, Dancing in the Dark. In the Dark, c'est ça, ouais. Dont le clip avait été réalisé par Brian De Palma. Ah, ben, pas plate. Fait que tout ça et bien plus la semaine prochaine, le 24 octobre. Pour nous contacter, écrivez-nous au balado@monciné.ca et suivez Magazine Monciné sur Facebook et Instagram. Et s'il vous plaît, abonnez-vous là où vous écoutez le podcast, likez, partagez, référez-nous à tous vos amateurs, vos amis amateurs de podcast ou ceux qui sont en questionnement de quoi aller voir, quand aller le voir, qu'est-ce qui vaut la peine d'être vu, qu'est-ce qui vous intéressera. Procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, et si jamais un ange vous demande de changer de vie, choisissez peut-être quelqu'un d'autre qu'Elon Musk ou Donald Trump, je dis ça de même. Ouais, il va y avoir un backlash.